Le Donghua To Be Hero X approche de la moitié de sa diffusion. On en est à l'épisode 10 sur 24 pour la review que je vais vous faire. Et des questions se sont formées dans ma tête au fur et à mesure de mon visionnage. Premièrement, cet animé est-il en train de s'essouffler? Deuxièmement, To Be Hero X a-t-il perdu sa hype? La hype TBHX est-elle morte? Bonjour YouTube, ici Azré, fidèle au poste évidemment pour te faire part de mon analyse des épisodes 8, 9 et 10 de TBHX, To Be Hero X. Bien évidemment, je répondrai aux questions que je me suis posées en fin de vidéo. Ça sera la conclusion de la vidéo. Si tu veux passer toute la review, tu vas à la conclusion directement. Je vais mettre les timestamps, histoire que tu puisses savoir où aller. Cette review va spoil, bien sûr. Donc si tu n'as pas vu, va faire un tour sur Crunchyroll. Les épisodes sont disponibles là-bas. On attaque donc l'arc de Lucky Xian, les épisodes 8, 9 et 10. Je rappelle que j'ai fait la timeline dans la vidéo précédente sur l'arc de Isul Electram, histoire de savoir qu'est-ce que ça veut dire les temps AC. Donc c'est After Commission, après la commission, qui est un événement important qui s'est passé dans l'univers de To Be Hero X. De quoi parle cet arc? Bon, bah, c'est bien évidemment l'origine story de l'héroïne Lucky Xian. Alors je vais pas l'appeler Lucky Xian ou Lucky Chan parce que bon, la couleur c'est le cyan en français, donc on va l'appeler par sa couleur. Mais aussi on apprend à la fin de l'épisode 10 que finalement cet arc c'est aussi l'origine story du pouvoir de la peur. On a donc 3 épisodes qui vont se concentrer d'abord sur la jeunesse de Xian, c'est l'épisode 8, puis son émancipation, c'est l'épisode 9, et enfin sa lutte pour gagner le titre d'héroïne, mais surtout pour laver son honneur, être une véritable héroïne de manière officielle et pas montée par les gens. J'ai trouvé que dans cet arc, la trame était très bien ficelée, avec quelques parcelles de mystère saupoudrées ici et là. On prend plaisir à s'attacher au personnage de Xian petit à petit, même si cette fois, je l'avoue, le plot est légèrement plus faible que les précédents. Bon, en même temps, le plot de Nice Ling Ling devait être extrêmement important puisque c'était les premiers épisodes, c'est ça qui fait accrocher le spectateur. Le plot de Electram était hyper cool, on va pas se le cacher. Là, effectivement, bon, ça reste très sympa, mais un petit peu en dessous. On va donc essayer de sortir ce qui a été le plus intéressant dans ces épisodes 8, 9 et 10. C'est parti! On démarre donc 23 After Commission, une petite survivante d'un crash aérien. Liu Zhen, un reporter, a recueilli cette petite fille qu'il a lui-même nommée Xian, la couleur de la chance. Encore une fois, dans l'épisode 8, on a une petite vibe sur la série The Boys, avec les héros qui ne sauvent pas les passagers d'un avion qui se crache, mais il ne faut surtout pas égratigner leur cote de confiance, sinon le système s'effondre. C'est quand même un gimmick qui revient relativement, de manière récurrente depuis les 8 premiers épisodes de la série. J'ai trouvé cet épisode 8 très drôle au début, où la petite Xian, dont on croit d'ailleurs qu'elle a une chance inouïe, commence à petit développer cette fameuse chance incroyable. C'est tout le système de la cote de confiance dans To Be Hero X. Le coup du prétendant à trouver parmi les 3 sur le gâteau que la fille lui propose, franchement ça m'a fumé de rire, c'était un moment très drôle. Et puis au fur et à mesure de l'épisode, on retrouve un concept humain qui est très intéressant. C'est le fait que plus les gens aiment une personne ou aiment quelque chose, plus ils vont avoir tendance à l'adorer, et vous connaissez la première définition du terme d'adorer, d'adoration, et plus donc ils finissent par la diviniser. Ou la prophétiser d'ailleurs. Je trouve que c'est courant dans les sociétés asiatiques qui sont plutôt polythéistes, il me semble. Ainsi, il n'est pas déconnant finalement de voir que Xian va finir comme une idole en grandissant, et je n'ai pas besoin de vous définir ce qu'est le mot idole, vous avez compris. Donc ça c'était le début de l'épisode 8, puis on arrive à 28 AC, où on voit que l'orphelinat dans lequel était Xian, puisqu'elle était survivante du crash et l'unique survivante du crash, l'orphelinat a carrément fondé une église autour du pouvoir de Xian. L'église portée sur la chance. Nombre de personnes, je suis malade, j'ai le cancer, j'ai ci, j'ai ça, Xian, pitié, aide-moi. Et après ils repartent en ayant guéri. Ça fait vraiment un peu prophète, avec les miracles et tout ça. Pendant ce temps, on découvre aussi que Liu Zhen,
le reporter qui avait sauvé Xian, a une fille qui est relativement plus âgée que Xian, de quelques années je suppose, hein, qui sera l'héroïne Queen. Et elle, quand l'arc de Queen arrive, d'ailleurs, au moment où je vous fais la review, le premier épisode de l'arc de Queen est sorti, mais vous le savez, je vous ferai la review de l'arc en entier. Il me semble que c'est 2 épisodes seulement pour Queen. Bref, j'ai vraiment hâte de voir cet arc-là. Si on fait la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Luo. Luo qui semble avoir, alors c'est ce qu'on nous dit dans l'épisode, hein, dans l'épisode 8, il semble avoir développé le pouvoir inverse. C'est-à-dire lui, c'est la guigne, c'est la malchance totale. Luo, c'est moi quand je joue dans un gacha, c'est-à-dire que je suis obligé de faire 2 milliards de tirages pour avoir le perso. Voilà, la chance, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est dans les gachas, c'est Luo. Par contre, il nous dit que son pouvoir n'est pas suffisamment développé. Et il nous montre au niveau de son poignet, il a 10 en termes de code de confiance, ce qui est très faible, alors que Xian, vu qu'elle est prophétisée entre guillemets, bah, elle a une cote de confiance qui explose, ce qui fait que son pouvoir de chance explose lui aussi. Donc voilà en gros, grosso modo, ce que raconte l'épisode 8, la genèse du personnage, et la jeunesse du personnage aussi. L'épisode 9, quant à lui, est passé hyper vite. À mes yeux, je trouve qu'il raconte pas énormément de choses, mais il va venir prendre les points qui sont installés dans l'épisode 8 et venir les développer un petit peu. Comme le font très souvent d'ailleurs les parties 2 d'une trilogie. Hein. Vous prenez Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, c'est assez long parce qu'on vient placer les personnages, on vient expliquer le but de la quête initiatique du personnage. L'épisode 2 qui est les 2 tours, bon ben voilà, on a une avancée du plot, mais c'est pas le meilleur des épisodes. Et puis à la fin, le retour du roi, voilà, c'est tous les plot twists qui explosent, les bangers absolus qui débarquent, etc., etc. Donc on va avoir un petit peu le même délire dans cette trilogie d'épisodes de l'arc Lucky Xian. D'ailleurs, on arrive donc à 34 AC, ce qui arrive à peu près, hein, si vous vous remettez à la timeline, 34 AC, c'est le moment où Inflexible devient un héros, et après il va se passer des choses en 36 AC et 41 AC, il me semble, avec Xian, enfin avec, pardon, Lin Lin et tout ça. Donc Xian tente de s'échapper de l'orphelinat en 34 AC. Elle démontre son côté idol pour la première fois. Hein, on la voit commencer à chanter, alors elle est en guenille, elle a plus de chaussures, elle a plus de chaussettes, elle a plus rien, la peau. Je ne sais pas combien de temps dure ce passage, parce que finalement elle finit par s'acheter à manger, et elle se tape les meilleurs burgers de sa vie, elle finit par s'acheter des chaussures, des nouveaux collants. En combien de temps ça se fait? Un jour? Une semaine? On la voit pas se laver, on la voit pas dormir, on a l'impression que c'est dans toute la journée que ça se passe. Mais on sait aussi à ce moment-là qu'elle a perdu son pouvoir, puisque lorsqu'elle essaie de gratter un petit ticket, bon, elle n'a pas de luck, ce qui veut dire que son pouvoir va fluctuer à ce moment-là. On a un énorme plot twist. C'est le directeur de l'orphelinat. Le directeur de l'orphelinat, on apprend qu'il est un ancien héros. Et d'ailleurs, l'épisode 10 nous balance un deuxième plot twist, j'en parlerai après. Xian réussit donc à s'échapper de cet orphelinat, tandis que Luo, qui est devenu limite son meilleur ami, hein, peut-être même son amour, on verra ça plus tard, tandis que Luo reste, lui, dans l'orphelinat. Hein. Petit moment intéressant d'ailleurs, hein, au niveau de la chanson qu'elle fait quand elle est à côté de il me semble qu'elle est à côté d'une fontaine. Donc quand Xian chante dans la ville, la première pièce qu'elle reçoit n'est pas anodine. Cette première pièce d'or là qu'elle reçoit, elle la reçoit d'un type en costard cravate, on a l'impression que c'est un gars lambda, un coréen lambda qui va au travail. Ce type là c'est X, mais il ne l'est peut-être pas encore à ce moment-là. Et il me semble qu'il ne l'est pas encore à ce moment-là, c'est celui qui va devenir le futur héros X et qui va battre Queen. Et d'ailleurs on va le voir un petit peu plus tard dans l'épisode, la défaite de Queen face à X. X n'utilise pas encore ses pouvoirs. Puisque vous l'aurez peut-être remarqué, pas une seule fois dans cette trilogie d'épisodes, 8, 9 et 10, on a eu le changement de design, le changement en termes d'animation. Vous savez, là on est sur une animation un peu 2D, qui est d'ailleurs très jolie, qui est d'ailleurs très bien faite. Et régulièrement on passait un petit peu sur une animation à la Studio Pixar, Kung Fu Panda, etc., etc. Là on l'a pas fait une seule fois. Ça vient très clairement corroborer l'idée que c'est X qui, avec ses petits claquements de doigts, fait swap les animations et fait swap le monde d'un monde en 2D à un monde en 3D. C'est sûr et certain que c'est lui. Maintenant, ça devient clair comme de l'eau de roche. Mais là, donc, comme il n'était pas encore en présence avec ses pouvoirs,
eh ben, on n'a pas eu justement les différents changements. Xian donc se refait petit à petit dans cet épisode 9, comme je vous ai dit, hein, et puis au fur et à mesure, elle est scoutée par le groupe DOS. J'ai perdu le nom du groupe, vous irez le rechercher, ou n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, ce groupe, le reporter Liu Zhen qu'on a vu au tout début de l'épisode 8, fait partie de ce groupe. Donc 2 ans plus tard, en 36 AC, Xian est devenue donc l'héroïne Lucky Xian. Xian est la couleur de la chance, et comme elle est chanceuse, ils l'ont appelée Lucky. Voilà, Xian la chanceuse, why not? Et on a une information qui est très importante, qui est donnée par le directeur, oui c'est ça, le directeur de l'orphelinat, quand il balance à Luo, on ne sait pas. Parce qu'il lui dit un truc et Luo commence à péter un plomb, il est choqué. À ce moment-là, dans l'épisode 9, tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est par rapport à la guitare que Luo a donné à Xian? Est-ce que c'est par rapport à autre chose? Mais Luo est choqué. Fin de l'épisode 9, un énorme what the fuck. Ils sont tous devenus des zombies. J'ai pas compris. Sur le moment, tu te dis mais... C'est bizarre parce que ce pouvoir, il ressemble un peu au pouvoir de la peur. Mais il n'est pas exploité de la même manière qu'on a vu dans les épisodes précédents avec une espèce d'encre de poulpe. Ça commence à se ressentir un petit peu. Et ben ça tombe bien puisque l'épisode 10, lui, vient nous confirmer cela, vient nous confirmer cette information. Déjà, premièrement, l'information qui est donnée par le directeur, c'est que les parents de Xian, pas les parents de Xian, les parents de Luo faisaient partie du vol qui s'est crashé dans lequel Xian a survécu, et il lui balance une dinguerie puisqu'il lui dit en fait le pouvoir de Xian c'est voler la chance des gens pour elle-même. C'est un pouvoir égoïste et donc les gens autour d'elle n'ont plus de chance et ils finissent par avoir une catastrophe. C'est pour ça qu'elle aurait survécu elle toute seule alors que les autres ce n'est pas le cas. C'est hyper grave ce qu'il lui a balancé. Le type, il lui a balancé un scud. Pour moi, l'objectif du directeur, c'était de créer l'antagoniste que Luo devait être. Puisque Xian a un pouvoir de chance, Luo a un pouvoir de malchance. Tu te dis, bon, à un moment, ils vont être antagonistes, les deux. C'est obligatoire. C'est la logique de ce qu'on a dans les shonen, dans les animés, etc. Finalement, on l'a pas forcément eu, et ça, c'est cool. Mais pourquoi, d'ailleurs, tu te dis, mais pourquoi aussi le propriétaire de l'orphelinat, enfin, le directeur de l'orphelinat, veut à ce point avoir son héros? Eh bien on l'apprend avec le nouveau plot twist entre guillemets, hein. Il y a un nouveau plot twist dans cet épisode, c'est qu'en fait ce directeur c'était un ancien héros et il portait le nom de Homelander, le protecteur. Je vous ai dit en début de vidéo, The Boys, bon bah voilà, un arc où il y a un avion qui se crash et des héros qui ne sauvent pas cet avion là, on ne sait pas qui sont les héros qui n'ont pas sauvé. On a le protecteur, le Homelander. Bon, ça commence à faire beaucoup. Je trouve que ça commence à faire d'énormes références. Est-ce qu'on va en avoir encore par la suite? On verra. Bon, sinon, il y a un truc dans cet épisode que j'ai pas vraiment capté. C'est à quel moment la gamine, elle est devenue Athéna? Ah, ok, il lui a donné une guitare qui se transforme en arc. Alors quand je dis il lui a donné, c'est le patron du groupe DOS, hein, je vais l'appeler DOS, qui lui donne une nouvelle arme en disant maintenant tu es l'héroïne Lucky Xian, etc. Lucky Xian. Ton arc, enfin ta guitare va se transformer en arc et tu vas pouvoir balancer des flèches d'espoir ou de chance ou j'en sais rien. Et puis en fait la meuf, elle balance des flèches, mais elle ne rate personne. À quel moment? Elle a un aimbot, c'est pas possible. Est-ce que le fait que si le type en face il a de la malchance, sa flèche elle touche tout de suite C'est encore très flou, l'utilisation de ce pouvoir-là de Lucky Xian, je trouvais extrêmement flou. Et puis on arrive au plot twist final de cet épisode et donc du coup de l'arc. Ce plot twist, je l'ai trouvé très cool en 3 parties. Premièrement, le pouvoir de Xian vient des prières des passagers du crash, dont les parents de Luo. On a un petit moment mignon d'ailleurs, hein, où on voit que c'est le père de Luo qui avait chanté la chanson My Color, ou en tout cas l'air musical. Hein. Le pouvoir de Xian n'est donc pas inné, elle n'a pas volé la chance des autres pour avoir sa propre chance, au contraire, les gens savaient tous qu'ils allaient tous crever, mais comme il y avait un bébé, ils ont dit bon, on espère que toi tu vas survivre, et paf, ça lui a filé le pouvoir de la chance. Donc ça c'est cool. Deuxième plot twist intéressant, c'est que le pouvoir de la peur est donc né finalement au moment des déboires qu'a eu Lucky Xian. Et puis on nous apprend que la peur est un sentiment aussi fort que la foi. Et la foi, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a appris par rapport à Xian dans les épisodes 8 et 9. Quand elle était la sainte, tout ça tournait autour de la foi.
Le pouvoir de la peur peut donc déclencher des pouvoirs de la même manière que le pouvoir de la foi et le pouvoir de la cote de confiance font déclencher des pouvoirs. Ça, on le savait. Mais maintenant, on sait d'où ça vient. C'est à ce moment-là que ça a démarré. Troisième plot twist, et peut-être celui qui, je pense, sera le plus intéressant, c'est le directeur de DOS qui semble cacher un lourd secret que d'ailleurs Liu Zen, le reporter, semble connaître et partager. Ça, c'est intéressant. Secret peut-être par rapport au crash de l'avion. Un héros serait-il lié à cela? Un héros de DOS? Un héros peut-être de Triman? Ou, alors à l'époque, il n'y avait pas encore Triman justement, de Mighty Glory? Ça peut être intéressant. D'ailleurs, en parlant de Triman et de Mighty Glory, on voit d'ailleurs Chang Dai, l'actuel patron de Triman et l'ancien patron de Mighty Glory, qui était le papa de Shang Shao, revenir sur les lieux de la mort de son fils, le lieu de la mort qui était le garage dans lequel Shang Shao avait créé l'armure d'Electram. Donc là, encore une fois, tout se lie à nouveau, ça reste génial. Est-ce que le secret est lié au patron de DOS? Est-ce que ce secret est lié à l'assassinat de Shang Shao? Même si on avait vu Yue, là, le type qui était le Coffee Man, qui était en fait le patron de Mighty Glory, etc. On pensait que c'était lui, pardon, j'ai tapé dans mon truc. On pensait que c'était lui qui était lié à l'assassinat du gamin. Maintenant, est-ce que derrière, c'est encore plus loin? Est-ce que Lucky Xian fait partie du groupe... Enfin, on sait que Lucky Xian fait partie du groupe DOS maintenant. On sait que Xiao Weiqing et Lin Ling, et là je vous parle de personnages de l'arc 1, faisaient partie du groupe Triman. Est-ce que la mort de Xiao Weiqing est liée à Lucky Xian? Ça peut être hyper intéressant à voir. J'avais théorisé sur le fait que sa mort n'était pas liée à Electram, mais que le tir fait... Alors j'ai d'ailleurs même pensé à une flèche, que le tir fait sur Xiao Weiqing venait peut-être de Lucky Xian. Mais là, on ne le sait toujours pas. On sent petit à petit que c'est une véritable guerre de corporations qui se joue en sous-marin entre DOS, Triman et Mighty Glory, chacun usant de ses héros comme pions dans leur échiquier. C'est vraiment génial ce style de plot twist. Et vous voyez, toutes ces théories que je peux sortir à chaque arc font que l'intrigue reste intéressante à mes yeux. Même si je suis moins hype par une héroïne qui ressemble à un perso de gacha, à la Genshin Impact, ou alors à la Fate. Vous voyez un peu la petite fille un peu idol et qui est sur des rollers et qui est capable de lancer des flèches. Ça, très clairement, le jour où TBHX sort un gacha, le perso est dedans, c'est une évidence. Donc je suis bien plus hype par un Ling Ling, un Ice ou un Electram. Mais j'ai quand même toujours gardé jusqu'à présent de l'intérêt pour TBHX. Mais on va en venir à la conclusion. On va venir donc aux questions que je me suis posées en début de cette vidéo. Si moi je garde une certaine hype, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Si on parle en termes de statistiques, on remarquera que TBHX a du mal à décoller en termes de statistiques. La série fait 40 000 likes sur Crunchyroll et chaque épisode maintenant dépasse difficilement les 8 000 likes. Bon, c'est toujours plus que les likes que j'ai sur mes vidéos, mais je ne suis pas Crunchyroll. Si je devais faire une comparaison avec le roi actuel, qui est Solo Leveling, alors évidemment tu compares avec le roi, donc bon, bref. Solo Leveling a eu des épisodes à 540 000 likes. L'épisode 24, le combat entre Jinwoo et Biru par exemple. Donc est-ce que l'anime est en train de s'essouffler? Puisque on regarde l'arc 1, les premiers épisodes, l'épisode 1 c'est 26 000 likes, puis 20 000, puis 12 000, puis 10 000, et petit à petit ça descend. S'il y a moins de likes, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins de personnes qui aiment, parce qu'il y a très peu de dislikes. Ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui regardent. Donc l'anime s'essouffle-t-il? Je ne saurais pas dire ça. Je pense que ma réponse serait non. Les statistiques semblent dire que oui, quand même un petit peu. Je pense qu'en fait, Tube Hero X est rentré dans une niche pour une raison simple. Il est difficile de suivre plusieurs protagonistes. Regardez, c'est simple ce que je vais vous dire. Beaucoup de personnes ont du mal à continuer à suivre une série quand on te propose différents arcs avec différents protagonistes. L'arc Nice Ling Ling, quand il s'est terminé à la fin de l'épisode 4, on a vu beaucoup de monde sur les réseaux dire « Oh, mais on va changer de héros. Mais non, mais je veux pas. Moi, je veux connaître la suite, en fait. Je veux savoir ce qui va se passer avec Lin Lin. Nice et tout ça. » C'était génial, cet arc-là. Et d'ailleurs,
le passage à Yang Chen, qui est devenu le futur Electram, fut difficile à accepter pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont dit ah, je préférais Lin Ling à Yang Chen. Electram c'est sympa, mais rendez-moi Nice, rendez-moi le plot autour de la mort de Chao Et-Chin, on veut savoir. Là c'est pire, parce que si on suppose qu'un animé est à destination des adolescents majoritairement, et encore dans cette majorité-là, à destination de garçons, passer d'un type qui se bat à la vitesse de l'éclair et d'un autre qui est capable de voler à la Superman, et on passe ça à une petite waifu qui lance des fleurs avec un arc tout en chantant devant ses fans, forcément c'est un choc pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont faire bon, non, je drop TBHX, ça m'intéresse pas. Bon, évidemment moi en tant que joueur de gacha et fan d'animation japonaise, des protagonistes comme Xian me plaisent beaucoup. L'archétype de la jeune femme qui s'émancipe au fur et à mesure et qui devient forte, fière, c'est toujours un plot que je considère intéressant et utile à suivre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas justement que les garçons qui regardent les animés, il y a de plus en plus de filles, il y a de plus en plus de jeunes femmes et de femmes qui regardent les animés, et donc une héroïne comme Lucky Xian peut être très très cool pour ces personnes-là, en termes de représentation par exemple. Bon, évidemment... Queen va débarquer, d'ailleurs on a commencé à parler de Queen dans ces épisodes, mais l'arc suivant sur Queen va être un coup très fort aussi pour la représentation des femmes. Et moi je vais kiffer. Ça va être une waifu, j'en suis sûr et certain, donc je suis sûr que je vais kiffer. Ensuite, deuxième question, c'était est-ce que la hype autour de TBHX est morte? Bah non, je pense pas. Je pense qu'elle s'est tarie légèrement. L'animé certes ne performera pas comme Solo Leveling l'a fait, ou ne marquera peut-être pas les esprits comme Orbe du mouvement de la Terre l'a fait. Mais c'est un premier pas très intéressant pour les Donghua. Il ne faut pas oublier que c'est un animé chinois qui essaye de faire sa place dans la Japanimation et la Coréanimation. Alors Solo Leveling a réussi dans la Coréanimation, même si on n'oubliera pas que c'est un studio japonais qui l'a fait, c'est A1 Studio, A1 Picture. Mais il n'y a que Solo Leveling qui a réussi pour l'instant au niveau de la Corée. On a très bien vu avec The Beginning After the End que c'est une catastrophe. D'ailleurs, ma review des épisodes, ma prochaine review arrive. Ça va être extrêmement salé, ne la ratez pas. Ça arrivera peut-être la semaine prochaine si j'ai du temps. Là, pour moi, TBHX, c'est un premier jet. C'est une série qui est très très cool. C'est une série que j'apprécie énormément. Mais là où il va falloir faire très attention, c'est le Donghua qui arrive au mois de juillet, les amis. Lord of the Mysteries ou Lotma ou Lord of Mysteries, ça dépend, parfois le the est enlevé en fonction. Je ne connais pas encore ce Donghua, mais il y a des gens qui ont, enfin dans mon Discord en tout cas, dans ma communauté, dans mon groupe, il y a des gros fans de Lotma et apparemment ça a l'air d'être une masterclass, ça va choquer. Ça va choquer. Visuellement, en plus, on va être un cran au-dessus. Ça parle d'épisodes animés à 30 000 FPS. Enfin, c'est 30, enfin, peut-être pas 30 000 FPS, mais il y a 30 000 images. Oui, si c'est ça. C'est 30 000 images dans l'épisode, quoi. Bon, c'est pas FPS, mais c'est des images dans l'épisode. The Beginning After the End, c'est 30 images dans l'épisode. À tout péter. Là, ça va être visuellement, soyez prêts au mois de juillet, hein. Toute la sphère d'internet va craquer sur les premiers épisodes de Lord of the Mysteries, c'est sûr et certain. Donc là, bon, pour moi, TBHX, c'est un premier pas. D'ailleurs, TBHX va souffrir de la comparaison avec Lord of the Mysteries. Mais, je pense que les deux peuvent s'entraider et dire, peut-être que l'ère des Donghua va commencer, les gars. Hein, les animés japonais, la Japanimation commence petit à petit à laisser de la place. Les animés coréens essayent, mais c'est compliqué. Et j'attends énormément d'Omniscient Reader's Viewpoint. Si Omniscient Reader's Viewpoint se rate, je pense que je pleure, très honnêtement. Mais du côté chinois, là, on a envoyé 2 scuds. To Be Hero X, qui est très bien, et Lord of the Mysteries qui va bientôt arriver. Donc voilà ma conclusion. Je pense que oui, TBHX est rentré dans une niche, mais c'est un premier pas. On aura très certainement d'ailleurs une saison 2, je vous en avais peut-être pas parlé, je ne me souviens plus, mais on aura une saison 2 de To Be Hero X qui va être liée à la popularité des personnages, puisque Bilibili, qui est l'espèce de site internet chinois, enfin je sais que c'est chinois Bilibili, c'est des plateformes de diffusion en Chine, si je dis pas de bêtises, a un site sur To Be Hero X, et vous pouvez en fait, pour chacun des personnages, voter au niveau de sa cote de popularité, et les personnages les plus populaires auront des épisodes spécifiques aussi dans la saison 2 et un plot
une trame, un scénario qui va être lié à ces personnages-là. Voilà. Sur ce, j'ai bien aimé l'arc de Lucky Xian, un peu plus faiblard par rapport à l'arc précédent. J'ai très hâte, d'ailleurs le premier épisode de l'arc de Queen est arrivé, il nous restera un deuxième épisode. J'ai très hâte de cet arc. Je vous laisse les likes, les commentaires, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. La review, je ne sais pas si elle a été longue ou pas parce que je ne vérifie pas mon temps. J'espère que vous avez apprécié quand même et que j'ai été quand même relativement clair et précis. Même si j'ai été assez concis, il n'y avait pas tant de choses que ça à raconter dans l'arc de Lucky Xian. C'était Azray, prenez soin de vous. Ciao ciao.